Le sprinkler, meaning. Est-ce que tu te considères un disruptive innovator, un sustaining innovator ou un efficiency innovator? Là, on rentre dans la sphère de Clayton Christensen, le Innovator's Dilemma, puis on va explorer ça avec toi. C'est un sujet qui te passionne beaucoup. Ben définitivement, tu sais, je me questionne beaucoup par rapport à la disruption dans les systèmes, les produits, les équipes, tout ça, c'est des systèmes au bout de la ligne. La disruption, c'est juste un phénomène qui perturbe, mais... Donne-nous donc une différence entre les trois, le disruptive, sustaining versus efficiency, puis gêne-toi pas d'ajouter des exemples là-dedans. Tantôt, on parlait de Tesla, on parlait de Segway. Ben oui. À la base, dans le fond, il y a l'innovation qu'on connaît dans nos organisations qu'on essaie de faire de manière soutenue. La plupart des produits, comme étant celui dont l'équipe s'occupe, que je vous ai décrit auparavant, ben, c'est un produit d'innovation continue. On ajoute des fonctionnalités, On ajoute des choses, fonctionnalités que les gens ont besoin pour créer une valeur dans leur quotidien. Puis de faire ça, ça nous permet comme organisation de capturer plus de valeur. Au bout de la ligne, si je peux dire à la cliente, je ne l'ai pas en inventaire, facilement l'ajouter moi-même pour elle dans une commande de e-commerce puis le faire envoyer chez eux, j'ai sauvé une transaction. Donc, j'ai changé la manière de faire les choses en ajoutant ce feature-là. Mais au bout de la ligne, j'ai créé une valeur pour mon usager qui est la diade de mon client et de ma personne en magasin. Puis Dynamite, eux, ils récupèrent une transaction. Dans la sphère de canaux, on passe souvent du incremental value. Hein? Exactement. C'est de l'avoir... Plus qu'on ajoute, plus que le client est satisfait. C'est ça. Puis la plupart des innovations qu'on va voir sur le marché sont des innovations de type soutenu. Soutenu. Donc, le client ne sera pas complètement atterré, ébloui. Ce ne sera pas un delighter au langage de canaux. Ça va être un « Ah, cool, c'est le fun. C'est le fun. Ça. Je suis content qu'ils ont ajouté ça. » Exactement. Ouais. Donc, je vais continuer à payer ma licence mensuelle pour l'avoir. Puis là, on parle vraiment de disruption d'un point de vue technologique, right? C'est la technologie qui supporte le produit. Parce que toutes ces techniques-là, quand on parle de disruption à la base, puis particulièrement qu'on la voit de la perspective de Christensen, parce qu'il y en a d'autres sur le marché, mais Christensen, lui, ce qu'il dit, dans le fond, l'innovation, c'est un point de performance technique. C'est quelque chose qui permet de faire. Puis si tu regardes la plupart des technologies qu'on utilise pour productiser aujourd'hui, sont des technologies qui sont matures. Des microservices, des langages comme TypeScript, comme React, des infrastructures sur Google. Là, il y en a derrière la cravate. Absolument rien de disruptif dans ces technologies-là, mais néanmoins, possibilité d'ajouter de plus en plus de valeur en productisant sur cet ensemble technologique-là. Tu le dis bien, c'est soutenu. Hein? C'est incrémental soutenu. Puis, un exemple de disruptive, c'est quoi? Ben pour moi, ce serait de le définir avant tout, mais une innovation qui est disruptive, c'est une innovation qui crée une valeur qui n'était pas permise dans le marché à ce point-ci. Fait qu'il y a 2 points d'entrée, dans le fond, pour l'innovation dans le fond, disruptive. Il y a les low-end segments, c'est-à-dire les segments, dans le fond, où il n'y a pas beaucoup de marge à faire. Typiquement, Christensen va te rapporter que c'est 7-8%. Bien, la plupart, dans le fond, des innovations vont rentrer par là parce qu'ils vont trouver une manière de capturer puis de créer de la valeur que tous les compétiteurs qui se concentrent sur le high-end, nos incumbents, sont comme « OK, bon, on va vous laisser manger les miettes. » Fait que la porte d'entrée de l'innovation, c'est là. Ou sinon, dans le fond, c'est de trouver, dans le fond, une non-utilisation. De trouver, dans le fond, un non-marché et d'arriver avec quelque chose de complètement nouveau. Un exemple? Un peu comme on disait tantôt quand la radio est arrivée sur le marché. La Sony à transistor. Carrément un nouveau besoin. On avait ce besoin-là de communiquer. La communication était orale de personne à personne. Quelque chose d'excessivement, dans le fond, compliqué. Là, on a donné, dans le fond, accès à la connaissance à tout le monde en rentrant. Oui, c'est beaucoup aussi. Pour avoir une radio dans ce temps-là, c'était les tubes, les vacuum tubes. C'était cher. C'était des gros meubles, RCA. Le petit jeune, lui... il ne pouvait pas écouter son émission préférée, c'est maman et papa qui décidaient qu'est-ce qu'il jouait à la radio. Mais quand ils sont sortis avec leur radio pourrie, cheap, le son horrible, mais ils en ont vendu beaucoup. Puis ils ont eu beaucoup de succès avec ça. Je pense que c'est un bel exemple de disruptive. Ils ont vraiment... ils ont créé le besoin. Ils ont ébranlé le marché. Ils ont ébranlé le marché. Puis les RCA de ce monde s'en foutaient. On s'en foutait. Aujourd'hui, RCA
je vois pas beaucoup de radios RCA. C'est ça, il y en a de moins en moins sur le marché, je pense. Ouais. Des exemples de disruptive. Kodak, un autre, avec son film. Ben oui, Kodak, bien sûr, avec versus le digital. Je pense bien sûr à Blockbuster versus Netflix. Oui, Donc, effectivement. parce que Blockbuster était beaucoup dans le... C'est pas que c'est mal, mais ils étaient beaucoup dans du sustaining innovation. Donc, moi, je me souviens que quand on passé de location de films de 24 heures à 48 heures, wow! Hey, on était-tu content? On peut le garder le film une journée de plus. C'est fou! Pendant ce temps-là, il y a une petite compagnie qui s'appelait Netflix qui commence à faire des livraisons par courrier de Mais DVD. Est-ce que Netflix est vraiment une innovation disruptive? Quand tu regardes les technologies qu'ils utilisaient, puis si on se relance, le produit est totalement disruptif. La façon de livrer le produit est disruptive. Bingo. Et là, on arrive, dans le fond, à ton point, dans le fond, d'un peu plus de value network. C'est comment, dans le fond, je peux paramétrer tous ces éléments-là ensemble pour créer un nouveau tout qui, au bout de la ligne, est la même chose, d'avoir une vidéo dans mes mains, mais je peux créer encore plus de valeur que je peux capturer. C'est-à-dire que j'ai plus de marge. Mais je pense que Netflix a vraiment pris confiance de ce fameux value network-là. Quand ils ont vu que shipper à la poste un DVD, c'est peu coûteux, ils ont utilisé ce value network-là. Quand que les bandes passantes sont devenues disponibles, ils ont flushé. Mais je pense qu'ils en shippent encore des films par ça DVD. Je serais pas surpris. Mais c'est plus leur marché numéro un, évidemment. Ils ont commencé à streamer. C'est fou. Et pendant ce temps-là, Blockbuster offrait 48 heures ou 24 heures pour la location de films. Donc, j'essaie de dire que le sustaining, c'est pas nécessairement mal en soi. Pour moi, c'est ce qu'il faut viser. Parce que l'innovation disruptive est très difficile à atteindre. Des innovations disruptives, là, il y en a 1000 à chaque jour, là, puis ça s'appelle des patents. Puis y a-tu 1000 produits cool par jour qui sortent avec ces technologies-là? La question, c'est non. Pourquoi? Parce qu'il y a la notion, dans le fond, de créer de la valeur et, dans le fond, de permettre à une organisation de la capturer. Puis moi, le bon exemple de technologie, dans le fond, disruptive que j'aime toujours donner, c'est le maudit Segway. Le fameux Segway. Honnêtement, ce truc-là, je trouve que de la manière ça a été pensé, effectivement, c'est fabuleux. Ouais. Mais c'est clairement quelque chose d'over-engineering pour être capable de capturer de la valeur avec ça. Parce qu'aujourd'hui, le monde, guess what? Là, ils achètent des trottinettes électriques, puis ils les achètent même pas. Non, il y en a partout. Ils louent à cette heure. Fait que, tu sais... C'est pas parce que c'est disruptif que c'est bon. Mais si c'est continu, c'est que tu sais qu'il y a une valeur à donner. Fait que moi, je dis toujours, cherchez pas toujours la disruption parce qu'une innovation continue peut quand même créer un produit qui est disruptif. J'aimerais faire un parallèle, dans le fond, avec le produit que je t'ai décrit tantôt. Si tu regardes ce que fait l'app au bout de la ligne, c'est de l'analytique opérationnelle. Elle fait juste te donner une vue ici et maintenant sur des aspects de ton opération qui concernent des tâches en particulier. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cette information-là qui est disponible dans les sièges sociaux. Ils peuvent tous se connecter au système. I get it. Mais tu peux quand même gérer le produit d'une manière disruptive si tu appliques, dans le fond, cette stratégie de pénétration-là qui a lieu à un lieu N, à un low N. Si tu veux transformer, dans le fond, l'organisation avec l'analytique opérationnelle, donne ton analytique opérationnelle au segment le moins servi de ton organisation avec les technologies de l'information. Puis je te garantis que depuis qu'on a fait ça, la seule affaire que j'entends, c'est pourquoi dans les magasins, il y a une meilleure information que nous. Je suis comme, au bout de la ligne, ceux qui doivent prendre les décisions. Puis si l'information est bonne pour eux, mais ça veut dire qu'un jour, éventuellement, on va pouvoir la remonter à vous. Mais la vision qu'on a, c'est que c'est vraiment les gens sur le terrain qui ont besoin d'être épaulés, dans le fond, à conduire les transactions qui payent nos salaires. BlackBerry, tu mets les places à vous? Pour moi, dans le fond, BlackBerry, c'est une innovation... Je sais plus, je pense qu'il y avait pas mal de propriété intellectuelle, mais je crois que veut pas, ils ont rendu... C'est une innovation continue, mais ils ont réussi à la packager pour faire un boom sur le marché. Ce qu'il y avait de plus innovateur, dans le fond... À la fin de la vie de BlackBerry, là. Moi, la façon que je perçois BlackBerry, c'est qu'ils ont été trop longtemps dans l'innovation soutenue. Qui était de l'innovation non...
Ben, c'est qu'ils ont perdu... non innovantes. Ben, ils ont perdu les besoins de leur marché. Pour moi, ils sont complètement, dans le fond, déconnectés. C'est plus des symptômes d'une organisation qu'une culture qu'on pourrait qualifier de schizoïde, qui fait abstraction, dans le fond, de son monde extérieur puis de sa relation, dans le fond, avec d'autres entités. Il était très focus sur ce qu'il faisait. Malheureusement, c'est pas les affaires que leurs clients ils voulaient. C'est ça que je te dis, ça. Ils insistaient sur le clavier il y avait mécanique, raison, puis... il y avait un marché pour ça, mais il y avait. Tu l'as dit, il y avait. C'est ça, mais il y avait toute une autre offre qui était nécessaire en plus du clavier. T'sais, ils ont fait les mots vers Android, tout ça, beaucoup trop tard. Oui. Puis l'espèce d'innovation soutenue, c'était la sécurité des datas. Sauf qu'à un moment donné, on a tous su que la data n'était pas si sécuritaire que ça. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça qui est... Quand ça le fait mal, ça aussi. Oui. Il y a plein d'exemples sur le marché. Évidemment, on peut parler des pages jaunes aussi, mais on n'entre pas dans les détails de pages jaunes. Ben, les organisations, elles ont des cycles de vie, puis il faut comprendre qu'il y a des moments plus difficiles. Mais de se centrer, dans le fond, sur notre marché, nos utilisateurs, c'est une manière, dans le fond, de rester pertinent, puis de toujours, dans le fond, se questionner sur comment on crée de la valeur. Bien, ça nous pousse, dans le fond, à en créer plus, puis ça donne des occasions économiques de la capturer. Why not? Mettons, tu as 500 milliards de dollars dans tes poches, là. OK? Mais puis tu serais chez Dynamite. Là. Ça serait quoi un disruptive, là? Aujourd'hui, je dis Dynamite. Dans le domaine du retail. Ben pour moi, dans le fond, c'est les technologies un peu plus émergentes qu'on voit arriver. Moi, je concentre beaucoup mes travaux académiques sur la maturation des technologies cognitives. Fait qu'au bout de la ligne, ce serait éventuellement d'impartir une partie des tâches qu'on donne à des humains aujourd'hui qui sont comme veut pas des tâches robotiques puis pas cool pour qu'on puisse dans le fond utiliser ces technologies-là puis créer de la satisfaction chez le client. Au bout de la ligne, permettre aux gens de faire des jobs dans lesquels ils se réalisent. Puis ce qu'on voit, c'est que les technologies cognitives, elles ne coûtent pas de job aux gens. Il y a toujours trop de jobs à faire dans une organisation. Quand tu dis technologie cognitive, tu parles-tu de AI? Ce que je pense, c'est des technologies qui sont associées à l'intelligence artificielle. OK. Mais j'aime bien dire les technologies parce qu'au bout de la ligne, l'intelligence artificielle, c'est rien de plus qu'une architecture cognitive. Ce sont les grandes fonctions fixes de la cognition à travers le temps qu'on veut recréer avec des technologies qui ont un certain niveau de maturité, soit celui d'un enfant, d'un adulte ou un niveau super humain, comme on peut penser aux modèles de deep learning qui apprennent à un rythme qu'un humain ne peut pas faire. Alors, dans 20 ans, ma fille qui achète de quoi chez Dynamite va le vivre comment? Éventuellement, il risque d'avoir toujours des gens dans le magasin, mais toutes les tâches un peu plus ingrates d'ouvrir des boîtes, j'espère vraiment voir des robots qui font ça. Toutes les tâches. Puis pour moi, les gens vont rester dans le magasin. Là où il va y avoir de moins en moins de gens, c'est dans nos sièges sociaux. C'est vraiment, c'est l'humanité, la qualité de faire la relation avec les gens. Toutes les top skills vont reprendre le dessus par rapport à ce qu'on peut appeler plus nos hard skills, qui sont comme les skills de rayonnement et analytique, sont très valorisés aujourd'hui. Veut pas, tu sais. Oui. OK. Ça, je pense que ça va être un défi HR des technologies cognitives. Ça va être comment de recentrer, dans le fond, nos besoins sur les soft skills. Aujourd'hui, c'est plus important tant que ça, les soft skills. OK, on veut s'assurer que tu n'es pas un trou de cul, puis go for it, mais je dirais pas que c'est quelque chose qui est complètement valorisé. Là. Quel pont pourrais-tu faire entre tout le domaine de l'innovation, que ce soit disruptive, sustaining ou même efficiency innovation, et la grande sphère de l'agilité? Ben pour moi, dans le fond, l'agilité, c'est plus un outil d'innovation. La preuve, nos équipes, elles font du skunk work, puis la méthode qu'elles utilisent, ben, c'est la méthode Scrum, qui est une méthode d'agilité. Pourquoi? Parce qu'au bout de la ligne, il faut créer puis capturer de la valeur. Puis d'avoir des outils qui nous ressentent sur le client et particulièrement qui nous permettent d'exécuter de manière très, très efficace. Ça nous permet de nous rendre là plus rapidement, particulièrement si ça se passe pas aussi bien qu'on veut. Tu sais, dans le best case scénario, au bout de la ligne, tu pourrais faire waterfall tout le temps puis tu livrerais toujours de la valeur. Mais d'avoir des petits cycles comme ça, ça fait juste nous donner des occasions de faire des mini-expériences tout le temps pour s'assurer, dans le fond, qu'on colle à nos KPI, qu'on colle aux impacts,
qu'on veut générer, sur le monde qu'on veut créer en faisant toutes ces releases-là. Oui, on associe beaucoup au Disruptive Innovation, les fail fast. Donc, avoir des petits échecs rapides dans le but de s'ajuster rapidement. Ben pour moi, c'est comme ça qu'on devrait juste gérer nos vies au bout de la ligne. Là. Mais oui, peut-être que c'est associé juste à ça, mais moi, j'aime bien l'appliquer dans toutes les facettes de mon existence. Là. Je trouve, quoique je ne veux pas en faire un aspect, dans le fond, de pornographie non plus, comme c'est le cas dans la communauté startup. Tu sais, oui, il y a fail fast, mais il ne faut pas comme absolutely fail non plus. Tu sais. Mais oui, j'adhère au principe, mais il ne faut pas le pousser à l'extrême. Puis il y a aussi un aspect du Disruptive Innovation, c'est l'aspect mise en marché de ce qu'on bâtit. Je le comprends moins bien, celle-là. Bien, au bout de la ligne, si tu regardes, dans le fond, les innovations qu'on a faites, particulièrement celles qui étaient disruptives et qui n'ont pas marché, ce que ça nous apprend, c'est qu'on a beau avoir des bonnes idées rationnellement qui vont générer les impacts, mais nos systèmes, dans le fond, plus social, ils ont des capacités limitées à absorber l'innovation. Fait que de donner trop d'innovation rapidement, ils y verront tout simplement pas la valeur. Puis comment pour se manifester, la mise en marché de ça, comment on peut sensibiliser les gens au fait que le produit disruptive, comment on dit disruptive en français? Perturbateur. L'élément perturbateur. J'aime ça. Pour que le consommateur dise « Oui, j'en veux ». Ben, il n'y a pas de manière de le faire. Si tu regardes, dans le fond, la courbe d'une disruption, dans le fond, tu as plusieurs courbes qu'on va parler. Tu as la courbe de performance technologique, qui est celle qu'on a parlé. Tu as la courbe d'adoption, puis tu as la courbe du hype, qui est celle de faire, qui est plus mis de l'avant par Gartner. Mais si on parle, dans le fond, purement de l'adoption, au bout de la ligne, ça revient à... J'ai carrément perdu mon idée. On parlait de comment amener les gens à s'ouvrir à des nouveaux produits qui sont vraiment hors normes, là, qui sont vraiment disruptifs. Ben, au bout de la ligne, on ne peut pas vraiment accélérer ce processus-là formellement parce qu'il y a un état d'esprit qui est nécessaire puis des moyens aussi parce qu'une technologie qui est disruptive, quand elle va arriver sur le marché, elle va moins bien fonctionner que la technologie qui était en place. Oui, au bout de la ligne. Qui est en place, Moi, j'aime bien parler de l'innovation, là. Je la montre toujours en représentant, dans le fond, DS. OK. Et voici les courbes de l'innovation disruptive. Le premier support visuel de l'histoire du podcast. Exactement. Puis au bout de la ligne, ce qui est clé de comprendre, c'est quand une innovation disruptive va être adoptée, il y a déjà un gap de performance. Fait qu'il faut avoir des moyens financiers pour être assez solide pour prendre cette nouvelle technologie-là puis la développer à un niveau de performance qui va atteindre, dans le fond, le manque à gagner de notre technologie qu'on avait avant. Mais en fait, ça devrait être autofinancé. C'est-à-dire que la performance moins bonne que le produit existant, le produit dominant sur le marché, il va quand même chercher un marché niche. Il va chercher un marché niche. C'est le marché niche qui va financer l'innovation. Le restement. En fait, le côté sustaining à un certain moment donné du produit c'est innovant. ça. C'est que ça va devenir, dans le fond, autofinancé. Ça va supporter lui-même, mais dans le fond, il y a quand même un dur prix à payer au départ. Parce que dans le fond, c'est un leap of faith. Parce que si on se rappelle, dans le fond, tous les brevets qui sortent, qui finissent pas en produit, ça revient à ça. Une innovation purement disruptive, c'est 100% du risque. Tu sais pas, c'est flippé. On a-tu des exemples de ça? Pendant que tu parlais, je me disais, il y a des choses qu'on a vues se pointer le nez un petit peu sur le marché, puis là, poup, ça a disparu. Évidemment, tu as parlé du Segway tantôt. Ça, c'est un exemple. Je peux checker sur mon ordinateur. Mais je me demande qu'est-ce qu'il pourrait y avoir à part de ça. Je te dis, des innovations disruptives, les gens, là, ils passent leur journée à en parler, mais il n'y en a pas eu tant que ça dans le dernier centenaire. Tu peux gérer les trucs de manière disruptif. Mais quand tu regardes ce que c'est et ce que ça veut dire, c'est-à-dire créer de la valeur puis capturer de la valeur en générant des technologies, pas tant que ça. Surtout en Amérique du Nord, je vais parler de l'Amérique du Nord, c'est le marché que je connais plus. On est beaucoup dans l'innovation d'efficacité. On tente de produire la même chose, mais à des coûts moindres. Moi, c'est là-dedans que je me spécialise. Oui. C'est tout ce que j'ai fait dans ma carrière à date, c'est régler, dans le fond, des problèmes d'opération puis de trouver des manières d'enlever des frictions de ces opérations-là
pour ce qu'elles se réalisent mieux, pour qu'au bout de la ligne, on crée plus de valeur, ce qui permet aux organisations tout simplement d'en capturer plus. L'équation est très simple. On crée plus de profit. On crée la même valeur à moindre coût. Exactement. Ouais. On crée de l'efficacité. De l'excellence opérationnelle, comme vous direz. Et puis on investit, on réinvestit, on prend le capital généré, on le réinvestit dans le efficiency innovation. Et puis, oui, les grandes organisations ont tendance à ignorer le côté disruptive. Et puis, c'est là qu'ils se font ramasser. Ben c'est ça, au bout de la ligne, c'est très dur de faire face à l'innovation parce que généralement, quand tu sais qu'il y a quelque chose de disruptif qui se pointe le nez pour toi, c'est qu'il est déjà trop tard. Fait que là, il faut que tu commences. Il y a différentes stratégies. Celle qu'on voit beaucoup, c'est le skunk work. Tu vas mettre des équipes spécialisées à travailler sur la problématique pour développer des solutions. Tu as le double up. Il y a des organisations, ils vont complètement délaisser ce qu'ils font. Okay. Ils vont tout réingérer, dans le fond, les ressources dans la nouvelle technologie pour très rapidement développer quelque chose pour se faire. As-tu des exemples de ça? Il faudrait, malheureusement, je n'ai pas assez documenté mes choses pour en parler. C'est correct. Non, ça va. Je te pose la question, c'est juste par curiosité. Ben vous, c'est fascinant. Ben oui, c'est tout un... sinon, il y a... En fait, je pense que c'est une école de pensée. Tout le volet d'innovation disruptive et autres. Sinon, une autre des stratégies que tu peux faire en place, c'est le partenariat. C'est dans le fond, de travailler avec des startups qui développent la technologie puis de faire des deals de propriété intellectuelle. Ouais, ou un spin-off de ta propre compagnie. Exact. Hein? Desjardins ont développé... ils ont le sorti... spin-off, c'est peut-être plus le double up. Oui, Desjardins ont sorti le Desjardins digital. Donc, c'est des gens qui ont été un peu plus isolés pour le développement de nouveaux produits. Mais je pense que ce que j'allais dire, je pense que toutes les PO ont intérêt à comprendre un peu plus ce domaine de cette école de pensée. Définitivement. Puis au bout de la ligne... Si vous êtes PO, allez lire un livre de Clayton Christensen. Moi, c'est lui que je connais. Qui tu connais comme auteur à part de ça? Innovators Dilemma. Sinon, toi, as-tu des trucs? Je peux partager une couple de papiers que je trouve qui sont intéressants, là, surtout des Harvard Business Review, des MIT Si tu m'envoies des liens, moi, je les ajoute dans la description autant sur YouTube que sur les podcasts audio. Je te donnerai une couple. Sinon, moi, j'aime bien Gans Christensen pour la perspective des entreprises qui sont disruptées, puis Gans pour la perspective des disrupteurs. C'est deux auteurs que j'apprécie. Je pense que les PO de ce monde et tous les product managers vont apprécier beaucoup.